Hollywood nous a toujours vendu du rêve. Mais que se passerait-il si la fabrique de rêves fonctionnait sur des enfances brisées et une innocence perdue? Derrière les lumières éblouissantes de l'âge d'or de MGM, les enfants stars ne faisaient pas que jouer. Ils étaient des atouts, pressés jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier sourire, jusqu'au dernier billet vendu. Pensez-vous savoir ce qui se passait derrière ces rideaux de velours? Que diriez-vous si je vous disais que les enfants que vous avez grandis en regardant ont payé le prix ultime pour vos classiques préférés? Restez dans les parages. Certaines de ces histoires sont plus sombres que vous ne le pensez. Judy Garland. Il est presque impossible d'imaginer le MGM classique sans Judy Garland, la chérie de l'Amérique, la voix qui a rendu célèbre la route de briques jaunes, et la fille que tout le monde pensait avoir tout. Mais en retirant le Technicolor, ce qui reste est une histoire qui ressemble plus à un film d'horreur qu'à un conte de fées. MGM n'a pas seulement découvert Judy Garland, ils l'ont disséquée. À seulement 13 ans, elle a été signée comme leur prochaine grande vedette. Ce qui a suivi n'était pas une ascension fulgurante, mais un accident de voiture, au ralenti, orchestré par des hommes en costume sur mesure, avec des signes de dollars dans les yeux. Le studio a martelé l'estime de soi de Judy dès le premier jour. On lui disait qu'elle était grosse, laide et invendable. Des mots lancés à une enfant, résonnant à chaque audition et à chaque réunion de contrat. Et puis, sont venus les médicaments. Pour la faire travailler de longues heures, les médecins de MGM distribuaient des amphétamines pour le petit déjeuner et des somnifères pour le dessert. Le repos n'était pas au programme, pas plus que l'enfance. Alors que ses camarades de classe faisaient du vélo et allaient danser, Judy était entassée dans des répétitions sans fin, forcée de sourire malgré l'épuisement, et micromanagée au point que même son alimentation était surveillée. Chaque triomphe à l'écran était compensé par une crise en coulisses. Le programme implacable l'a poussé à s'effondrer plus d'une fois, et le tournage a dû être interrompu pour que Judy puisse se remettre de ses crises de nerfs. Son soi-disant succès l'a enchaîné à des contrats qui permettaient à MGM de récolter des millions, tandis qu'elle était laissée avec des miettes, tant sur le plan émotionnel que financier. La douleur ne s'est pas arrêtée lorsque les caméras ont cessé de tourner. Les cicatrices psychologiques ont laissé Judy vulnérable à la dépendance, à l'anxiété et au chagrin, assombrissant sa vie d'adulte. Vous pourriez voir une légende dans ces vieux films, mais MGM voyait une machine à cash, qui serait utilisée, puis jetée. Le véritable chemin de briques jaunes de Judy Garland menait directement aux coins les plus sombres d'Hollywood. Jackie Cooper. Si Judy Garland était le chagrin derrière la musique, Jackie Cooper était le sourire que MGM peignait sur la morosité de l'Amérique de l'époque de la dépression. Présenté comme le garçon qui ne grandit jamais, Jackie est devenu le plus jeune acteur jamais nommé pour un Oscar du meilleur acteur à seulement 9 ans. Mais ce qui ressemblait à un conte de fées de l'extérieur était une étude en économie froide de studio à l'intérieur. Le charme de Jackie était réel, mais tout comme l'emprise de fer que MGM exerçait sur sa vie. Ses contrats, signés avant même qu'il ait perdu ses dents de lait, étaient des merveilles d'exploitation. Le studio dictait ses horaires, son éducation, ses amis, même ses coupes de cheveux. S'il pleurait sur commande, les patrons applaudissaient. S'il se fatiguait, il y avait toujours une autre prise, un autre chèque à tirer de son innocence. Sa propre famille est devenue partie intégrante de la machine. Son oncle était son manager, chargé de faire fonctionner l'usine sans accroc. La cocotte minute a atteint son point d'ébullition plus d'une fois. MGM était célèbre pour utiliser des astuces psychologiques pour faire couler les larmes. Une fois, ils ont menacé de tuer le chien de Jackie s'il ne pleurait pas à l'écran. C'est le genre de motivation qui laisse une marque bien plus profonde que n'importe quel scénario de film. Jackie était également inlassablement cantonné au même rôle, forcé de jouer le même innocent, aux yeux écarquillés film après film, comme si MGM était terrifié à l'idée de le laisser grandir. Lorsque la puberté est enfin arrivée, le studio a perdu tout intérêt. Jackie a été relégué de la liste A, à l'oubli des films de série B, luttant pour passer de prodige à adulte actif. Comme tant d'autres enfants stars, il portait le fardeau de ses premières années, une carrière bâtie sur l'épuisement, manipulation et la menace constante d'être remplacé. Quelle est la véritable leçon ici? Aux yeux de MGM, Jackie Cooper n'était jamais juste un enfant. Il était un produit qui pouvait être vendu, rebrandé et jeté dès qu'il cessait de vendre des billets. Margaret O'Brien. Margaret O'Brien était la fille en or des mélodrames sentimentaux de MGM, une enfant si douée qu'elle pouvait pleurer sur commande, et le faisait si bien
que les dirigeants du studio l'ont surnommé One Take Maggie. Les spectateurs sont tombés sous le charme de sa douceur dans Meet Me in St. Louis, mais l'histoire derrière ses grands yeux remplis de larmes était du pur showbiz industriel. À seulement 7 ans, O'Brien est devenu le soutien de famille, et MGM a exploité chaque once d'émotion qu'elle pouvait exprimer. L'enfance n'était pas au programme. Alors que d'autres enfants se blessaient en jouant ou rêvassaient à l'école, Margaret mémorisait des scripts, endurait reprise après reprise, et vivait d'un régime de louanges du studio mêlé à la pression des adultes. Elle était la professionnelle ultime, oui, mais à quel prix? Les enjeux de l'échec étaient énormes. Le département marketing de MGM a conçu son image jusqu'à la dernière tache de rousseur. Tournée de presse, séance photo, sourire forcé. Rien dans son personnage public n'était accidentel. Sa mère est devenue à la fois protectrice et manager, luttant farouchement pour chaque clause de contrat, tout en s'assurant que sa fille ne rate jamais une occasion. Mais même sa mère ne pouvait pas la protéger du fardeau mental et physique de la vie en tant que pleureuse préférée d'Hollywood. Il n'y avait pas de caprice autorisé, pas de jour de repos et certainement pas d'erreur. Les dirigeants de studio la traitaient comme une petite adulte, s'attendant à une maturité bien au-delà de son âge. Et les récompenses? Bien sûr, il y avait des prix et un Oscar d'honneur à 7 ans. Mais de vrais amis, des jeux insouciants et les douleurs normales de la croissance ont été sacrifiés sur l'autel des bénéfices de MGM. Lorsque le goût du public a changé, le studio a fait de même. Margaret O'Brien, autrefois leur meilleure source de revenus, s'est retrouvée confrontée à la même indifférence réservée à toutes les stars enfantines dépassant leur mignonnerie commercialisable. Toute sa jeunesse échangée contre de l'or au box-office a laissé un héritage de nostalgie et un modèle pour comment condenser la vie d'un enfant en un film de 2 heures. Elizabeth Taylor. Avant qu'Elizabeth Taylor ne devienne une icône faisant la une des journaux, elle était la poupée de porcelaine de MGM, le visage qui a lancé 1000 couvertures de magazines et a fait de National Velvet un classique instantané. Mais si vous pensez que Liz a eu la vie facile parce qu'elle était belle, détrompez-vous. Chez MGM, sa beauté n'était pas un cadeau. C'était une marchandise, strictement gérée, marquée et contrôlée pour le profit. Le parcours de Taylor avec MGM a commencé à l'âge de 10 ans. On lui a dit de perdre du poids, de remodeler ses sourcils et de surveiller chacun de ses gestes, même en tant que préadolescente. Le studio était obsédé par son apparence à un point absurde. Un cadre a dit célèbrement « Ses yeux sont trop vieux pour une enfant », comme si elle devait s'excuser d'avoir une âme. Elle était forcée de suivre des régimes restrictifs, interdite de monter à cheval ou de faire du sport de peur de se casser un os, et privée d'amitié avec des camarades jugés inappropriés. Le contrôle du studio ne s'arrêtait pas à la porte du plateau. Il dictait ses déclarations publiques, gérait ses interviews et la protégeait des scandales, tant qu'elle restait leur produit parfait. Pendant ce temps, Liz travaillait des heures d'adulte, mémorisant des répliques tard dans la nuit et supportant le poids des commérages d'Hollywood avant même d'atteindre l'adolescence. Dans les coulisses, elle souffrait de solitude, d'épuisement et d'une anxiété constante de faire une erreur et de ruiner son image soigneusement élaborée. Image. Même sa santé en a pris un coup. Liz a combattu des maladies, des blessures et du stress, travaillant souvent malgré la douleur pour faire tourner la machine de MGM. Chaque sourire dans ses classiques Technicolor, conçus pour un impact maximal au box-office. Alors que Liz atteignait l'adolescence, les exigences de MGM ne faisaient qu'augmenter. Sa transition vers des rôles plus matures a été gérée comme un rebranding d'entreprise, sans souci pour son bien-être émotionnel. Certes, Taylor a survécu et est devenue une légende, mais elle l'a payé en perdant son innocence, en souffrant d'anxiété et en luttant toute sa vie contre les attentes que MGM avait ancrées dans son esprit. Roddy McDowall. La carrière de Roddy McDowall chez MGM prouve que même les enfants les plus talentueux pouvaient être modelés et manipulés jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un personnage approuvé par le studio. Amené d'Angleterre après avoir impressionné les critiques dans How Green Was My Valley, McDowall est rapidement devenu le garçon de prédilection de MGM pour les rôles sensibles et tragiques. Mais il n'y avait rien de doux dans la façon dont le studio gérait sa vie. Roddy était à peine adolescent quand MGM l'a soumis à un emploi du temps implacable, film après film, tournée de presse après tournée de presse, à peine le temps de reprendre son souffle, encore moins d'aller à l'école ou de voir des amis. Le studio conseillait même sa mère sur le type d'amis qu'il devait avoir, comment il devait s'habiller en dehors des plateaux
Et quels événements il devait fréquenter? Intimité? Oubliez ça. Chaque détail de son existence était conçu pour un attrait public maximal, jusqu'aux séances photos soigneusement mises en scène avec des costards pour susciter des rumeurs dans les magazines de fans. Ce qui rend l'histoire de Roddy particulièrement troublante, c'est la rapidité avec laquelle son individualité a été effacée. Le garçon qui avait une personnalité vibrante et un sens de l'humour aiguisé est devenu, aux yeux du public, juste un autre enfant affiché par MGM avec un regard tragique. Sa Britishness était tantôt exotisée, tantôt effacée, selon la campagne de marketing. Il devait maintenir une façade joyeuse pour les interviews et les fans, même s'il luttait en privé contre l'isolement et le mal du pays. Derrière les caméras, le coût augmentait. McDowell a plus tard parlé de sa profonde solitude, de la pression pour être parfait, et de l'effet désorientant d'être le soutien de famille d'un adulte avant d'être assez âgé pour conduire. Lorsque Roddy a essayé de sortir de la vision du studio pour sa carrière, il a été rapidement réprimandé, refusé des projets qui ne correspondaient pas au modèle de MGM. Roddy McDowell a survécu au système, mais seulement en se réinventant en tant qu'adulte, ce que la plupart des enfants stars n'ont jamais réussi à faire. Ces premières années sont un rappel frappant. Chez MGM, même votre accent, votre sourire, vos amis, rien de tout cela ne vous appartenait vraiment. Freddie Bartholomew. Aucun rêve américain d'enfant star ne s'est transformé en cauchemar comme celui de Freddie Bartholomew. Amené à travers l'Atlantique dans les années 1930, Freddie était la réponse de MGM à Shirley Temple, sauf qu'il était britannique, d'une sincérité déchirante et, comme il s'est avéré, tragiquement remplaçable. Le succès précoce de Freddie et les films à larmes comme Le Petit Lord Fauntleroy et Capitaine Courageux ont rapporté des millions à MGM. Son charme innocent était irrésistible pour le public, et le studio n'a pas perdu de temps pour en tirer profit. Ils l'ont fait travailler sans relâche, souvent avec des productions consécutives et des cascades publicitaires sans fin. En dehors du plateau, sa vie privée était déchirée par des batailles pour sa garde, ses parents et une tante se disputant la gestion de ses revenus. Pendant ce temps, MGM se souciait peu du bien-être émotionnel de Freddie. Tant qu'il pleurait magnifiquement sur commande et remplissait les salles, il était précieux. Les batailles juridiques sont devenues si laides, elles sont devenues Une affaire nationale, avec l'enfance de Freddie passée plus dans les tribunaux que dans les salles de classe. MGM a utilisé le chaos pour resserrer leur emprise, exploitant ses obligations contractuelles pour le garder au travail, menaçant parfois même de le renvoyer en Angleterre s'il ne se conformait pas. Le stress pesait lourdement. La mère de Freddie l'aurait poussé à continuer de travailler pour financer leur mode de vie, tandis que les dirigeants du studio montaient les membres de la famille les uns contre les autres pour obtenir un avantage. Pendant ce temps, MGM s'assurait de projeter une image de valeur familiale, même s'il profitait de la misère de Freddie. Lorsque sa célébrité commença inévitablement à décliner avec l'âge, Freddie n'avait que peu à montrer pour ses sacrifices, si ce n'est de l'amertume et un héritage de drames judiciaires. L'innocence que le public adorait n'était jamais vraiment la sienne. C'était une performance, achetée et emballée par MGM pour un rendement maximal. La leçon? À Hollywood, le talent importé était tout aussi jetable que celui cultivé sur place, et les larmes de Freddie remplissaient les poches de tout le monde, sauf les siennes. Jane Powell. Jane Powell incarnait la fille américaine typique des comédies musicales de MGM. Enjouée, saine, avec une voix capable de charmer les oiseaux des arbres. Mais derrière ce sourire de Broadway se cachait une enfance aussi minutieusement scénarisée et dirigée que n'importe quel numéro musical. Powell avait seulement 16 ans lorsque MGM l'a signé, et ils l'ont immédiatement enfermée dans une routine rigoureuse. Ses journées commençaient par des exercices vocaux et se terminaient par des répétitions tard dans la nuit, presque chaque heure de veille étant comptabilisée par les responsables du studio. Vie sociale? Seulement si cela correspondait à la marque du studio. Jane avait l'interdiction de fréquenter certains garçons, était découragée de se faire des amis en dehors du cercle hollywoodien, et même conseillée sur ce qu'elle devait porter en dehors du plateau pour maintenir l'image de la gentille fille. Chaque performance était à haut risque. Une fausse note ou une mauvaise critique pouvait signifier un désastre. Les dirigeants de MGM surveillaient son poids, son apparence et même ses manières, terrifiés qu'un quelconque scandale ou comportement non commercialisable ne gâche leur investissement. La pression s'infiltrait dans tous les aspects de sa vie. Powell a admis plus tard se sentir anxieuse, isolée et constamment au bord de l'épuisement. Publiquement, elle était présentée comme l'adolescente idéale.
talentueuse, polie, toujours souriante. En privé, elle luttait contre la dépression et un désir désespéré de normalité. Son identité propre était tellement enfouie sous les attentes de MGM que, même adulte, Jane avait du mal à comprendre qui elle était en dehors du récit du studio. Lorsque le public est passé à autre chose et que la folie des comédies musicales s'est estompée, MGM l'a laissé tomber sans un regard en arrière. L'histoire de Jane Powell ne concerne pas seulement une enfance perdue. C'est aussi sur la façon dont les qualités mêmes qui ont fait d'elle une star ont été systématiquement pressées, polies et emballées jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un souvenir. Pour MGM, sa jeunesse était une ressource, à exploiter puis à oublier. Mickey Rooney. Mickey Rooney n'était pas seulement une star enfant de MGM, il était la mine d'or du studio. Avec un sourire espiègle et une énergie débordante, Rooney a été la tête d'affiche de la série Andy Hardy et de dizaines de comédies musicales, devenant rapidement l'un des jeunes acteurs les mieux payés et les plus exploités au monde. Mais tout cet or du box-office a eu un prix qu'aucun enfant ne devrait jamais payer. Dès qu'il pouvait à peine lasser ses chaussures, Rooney se voyait confier des responsabilités et des tentations d'adulte. MGM s'assurait qu'il travaillait toujours, souvent en jonglant avec plusieurs films à la fois. Dormir? C'était pour ceux qui n'avaient pas les bénéfices trimestriels du studio sur leurs épaules. Les dirigeants surveillaient chaque aspect de sa vie, de son régime alimentaire, à sa vie amoureuse, en grande partie arrangée pour la publicité. Le message était clair. Mickey n'était pas un enfant, il était une marque. La pression était incessante. Mais MGM n'était pas satisfait avec seulement de l'argent. Il voulait des gros titres. Lorsque Rooney a commencé à sortir de ses rôles angéliques, le studio a paniqué. Ils l'ont encouragé à maintenir une personnalité enfantine même lorsqu'il atteignait l'adolescence, lui fournissant un régime constant d'amphétamines et de somnifères pour suivre le rythme effréné. Alors que Rooney essayait de plaire à tout le monde, patron, fans et sa propre famille, ses véritables besoins étaient ignorés. Il dirait plus tard qu'il se sentait utilisé et rejeté, émotionnellement et physiquement épuisé par les demandes constantes. Et lorsque son éclat juvénile s'est estompé et que le public est passé à autre chose, MGM n'a pas perdu de temps pour le remplacer. La vie adulte de Rooney fut une montagne russe de mariages, de désastres financiers et de lutte contre l'addiction, écho d'une enfance perdue à cause de la soif insatiable de profit du studio. Il est devenu un avertissement contre les excès d'Hollywood, non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il n'a jamais été autorisé à être autre chose qu'une machine à faire de l'argent. Pour MGM, Mickey Rooney était l'investissement ultime, pressé jusqu'à la dernière goutte, jeté de côté, et rappelé seulement lorsqu'il était temps de tirer profit de la nostalgie. Diana Durbin. Avant de trouver sa plus grande renommée chez Universal, le bref mais significatif passage de Diana Durbin chez MGM a montré à quelle vitesse les rêves d'un enfant pouvaient être sacrifiés au jeu de pouvoir des entreprises. Signée alors qu'elle était préadolescente, Durbin était considérée comme la prochaine grande prodige musicale, avec une voix capable de faire fondre même le cœur des dirigeants les plus endurcis. Mais MGM ne voulait pas une autre enfant star. Il voulait une assurance. Diana a été associée à une autre chanteuse montante, Judy Garland, dans le court-métrage Every Sunday. Le studio prévoyait d'en laisser tomber une et de garder l'autre. Les dirigeants les ont opposées l'une à l'autre, transformant le talent en un combat en cage à enjeux élevés. Quand la poussière retomba, Garland resta et Durbin fut discrètement libéré. Non pas par manque de talent, mais parce que le studio ne pouvait promouvoir qu'une seule ingénue à la fois. Mais même durant son bref passage chez MGM, Durbin fit l'expérience de toute la puissance du système des studios. Des horaires épuisants, un contrôle strict de l'image et la menace constante d'être écartée. Elle était poussée à se conformer aux normes du studio, de la garde-robe, à la façon dont elle parlait lors des interviews. Il n'y avait pas de place pour l'individualité ou l'expression personnelle. Diana était un produit, et si elle ne se vendait pas, elle serait écartée. Ironiquement, c'est le fait d'être abandonnée qui l'a libérée. Le passage de Durbin à Universal a fait d'elle une superstar mondiale et lui a donné un peu plus de contrôle sur son destin. Mais les cicatrices sont restées. Elle a passé ses dernières années à protéger farouchement sa vie privée et à refuser de laisser Hollywood dicter sa vie à nouveau. L'expérience l'a laissée méfiante, voire rancunière envers l'industrie, qui la considérait autrefois comme peu plus qu'un simple pion. Le traitement de Diana Durbin par MGM est un cas classique. Même le talent le plus brillant ne signifiait rien s'il ne pouvait pas être monétisé.
Et si vous vous demandez pourquoi tant d'enfants stars ont disparu sans explication, c'est là que leurs histoires commencent, et trop souvent, où elles se terminent. Bonita Granville. Bonita Granville était la Nancy Drew originale, le visage de la jeunesse intelligente et intrépide, dans une série de mystères soutenus par MGM. Elle est devenue la détective préférée de l'Amérique. Mais ce qui ressemblait à une carrière enviable était en réalité un exemple parfait d'exploitation corporative et de développement arrêté. Granville a été signé jeune et poussé STIB Directement sous les projecteurs, avec MGM contrôlant chaque étape qu'elle faisait, à la fois à l'écran et en dehors. Elle était maintenue sur un emploi du temps rigoureux de tournage et de publicité, avec peu de temps pour de vrais amis ou des expériences authentiques. La machine de relations publiques du studio produisait un flux incessant d'apparitions dans la presse, de photographies mises en scène et d'interviews de filles d'à côté. Bonita était moins une personne qu'une publicité ambulante et parlante pour le divertissement sain. Mais la vision de MGM pour Granville n'incluait pas de la laisser grandir. Alors qu'elle entrait dans son adolescence, les dirigeants ont paniqué à l'idée que leur détective enfant devienne une véritable jeune femme. Plutôt que de créer des rôles matures ou de lui permettre d'évoluer, ils ont redoublé d'efforts sur la même formule, forçant Bonita à jouer des versions d'elle-même bien après qu'elle ait dépassé le rôle. Son apport créatif, inexistant, ses espoirs de personnages plus complexes, rejetés comme étant sans importance. Le poids émotionnel était lourd. Les options de carrière de Bonita se sont réduites à mesure qu'elle vieillissait, et elle a lutté avec la même crise d'identité qui hantait tant d'enfants stars. Qui était-elle, si ce n'était l'éternelle Nancy Drew enjouée de MGM? Avec le soutien du studio disparu, sa carrière s'est rapidement essoufflée, et Hollywood est passé à autre chose sans y penser à deux fois. En fin de compte, le plus grand mystère de Bonita Granville n'était pas celui qu'elle résolvait à l'écran. C'était comment échapper au rôle que MGM lui avait imposé. Comme tant d'autres enfants stars, sa véritable histoire de passage à l'âge adulte n'a jamais été portée à l'écran. Tommy Rettig. Tommy Rettig n'est peut-être pas aussi immédiatement reconnaissable que certaines autres enfants stars de MGM, mais son histoire est un écho obsédant de l'efficacité impitoyable du système. Distribué dans une série de films MGM à la fin des années 1940 et au début des années 1950, Rettig était un enfant au visage frais, fiable, avec une qualité d'homme ordinaire que le studio adorait, jusqu'à ce qu'il ne l'aime plus. L'expérience de Rettig avec MGM était un microcosme de tout ce qui n'allait pas avec le système des studios. On lui imposait des horaires exténuants, il était expédié d'un plateau à un autre, et on attendait de lui un professionnalisme d'adulte dans le corps et l'esprit d'un enfant. Les jours se fondaient en semaines. Les vacances et les anniversaires étaient souvent passés à mémoriser des répliques ou à sourire pour la presse. Ses parents, comme tant d'autres, étaient sous pression pour le garder docile, pour se rappeler de la vision d'ensemble et ne jamais se plaindre, de peur qu'il perde sa place sur le manège de MGM. Bien que le marketing de MGM ait présenté Rettig comme un enfant courageux et insouciant, la vérité était bien plus sombre. Il se sentait isolé, confus, et de plus en plus détaché de la vie réelle. Les dirigeants du studio ont écarté ces difficultés comme des douleurs de croissance, mais la santé mentale de Rettig s'est détériorée à mesure que les exigences s'accumulaient. Au moment où sa grande chance, en tant que star de Lassie, pour un autre studio est arrivée, Tommy avait déjà développé une profonde rancœur envers Hollywood. Plus tard, il a parlé ouvertement de ses combats contre la dépression et la toxicomanie, en retraçant leurs origines à son enfance passée sous l'éclat impitoyable des lumières de MGM. Après avoir quitté le métier d'acteur, Rettig a passé des années à essayer de trouver la normalité. Une vraie vie loin des caméras et des sourires forcés. Il est devenu ingénieur en informatique, défenseur des anciens enfants stars, et un avertissement pour les parents envisageant le show business. Son histoire, souvent éclipsée par des noms plus grands, est un rappel brutal. Pour chaque enfant acteur célèbre, il y en a des dizaines, dont la vie est laissée en morceaux, lorsque le studio en a fini avec eux. Chez MGM, Tommy Rettig n'a jamais été autorisé à être un enfant, et il a passé le reste de sa vie à essayer de récupérer ce que le studio lui avait volé. Virginia Weidler. Virginia Weidler était l'arme secrète comique de MGM, un dynamo de petite taille avec un sens du timing aiguisé comme un rasoir et un visage fait pour le grand écran. Aux côtés des géants d'Hollywood, dans des classiques comme The Philadelphia Story, Weidler était souvent le point culminant de chaque scène, lançant des répliques qui faisaient rougir les adultes. Mais derrière le rideau, son esprit vif et sa grande personnalité faisaient peu pour la protéger de l'approche froide et pragmatique du studio.
Dès son plus jeune âge, Weidler a été placé dans le moule de l'enfant à la langue bien pendue. MGM adorait son impertinence et son énergie, mais il la voulait à la demande. Son enfance est devenue une série de longues journées de travail, d'événements publicitaires et de répétitions sans fin. L'école et les amitiés étaient des pensées secondaires. Les dirigeants l'ont formé non seulement à jouer la comédie, mais aussi à se comporter, à quoi dire, même à rire lors des interviews, chaque impulsion naturelle étant façonnée pour s'adapter au script de MGM. À mesure que Virginia approchait de l'adolescence, les qualités mêmes qui faisaient d'elle une sensation devenaient des handicaps aux yeux du studio. Il ne savait pas quoi faire d'une jeune femme qui était trop intelligente, trop indépendante, trop authentique pour leurs images aseptisées. Les offres ont ralenti jusqu'à devenir rares. Après son 16e anniversaire, MGM l'a presque abandonné, ne lui offrant aucun soutien, aucun rôle significatif et certainement aucune aide pour passer à la célébrité adulte. Le départ brutal de Weidler d'Hollywood a été aussi impitoyable que n'importe quelle décision commerciale de MGM. Un jour, elle était partout. Le lendemain, elle n'était plus qu'une note de bas de page. Elle a pris sa retraite avant l'âge de 18 ans, laissant derrière elle une série de bons mots et une vie privée tranquille. Les fans se souvenaient d'elle comme la voleuse de scène. Les initiés voyaient juste une autre victime d'un système qui se débarrassait des enfants dès qu'ils cessaient d'être rentables. L'histoire réelle de Virginia Weidler ne concerne pas seulement la célébrité perdue. Il s'agit du potentiel perdu, des innombrables joies et choix qu'un enfant abandonne lorsque chaque instant est orchestré par les rêves de richesse de quelqu'un d'autre. Que dit donc l'âge d'or d'Hollywood sur le fait que ses plus brillantes stars enfantines ont payé un prix si lourd pour notre divertissement? MGM a peut-être créé des légendes, mais derrière chaque succès, il y avait un enfant apprenant que l'enfance passait après les profits du studio. Quelle histoire vous a le plus touché? Partagez vos pensées dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous pensez que ces histoires méritent un public plus large. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vérités méconnues d'Hollywood. Voici le véritable retournement. Certaines cicatrices d'enfance ne s'effacent jamais, peu importe combien de paillettes vous jetez sur l'affiche.